Lutte contre Ebola. Démarrage d'essais cliniques au Libéria. C'est la deuxième fois qu'un traitement est expérimenté depuis la réapparition du virus il y a plus d'1 an. L'Afrique du Sud connaît une guerre de succession dans le rang des proches de Nelson Mandela. Ce mardi, le tribunal de Ntata a enregistré un affrontement entre Winnie Mandela et l'aîné des petits-fils du feu président. Affrontement entre proches des 43 disparus et des soldats au Mexique. Les parents exigent toujours le retour de leurs enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séquence d'informations sur Sika. En France, le président a rendu hommage ce mardi aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs des attentats. Ces policiers sont morts pour que nous puissions vivre libres. La France tout entière partage votre douleur et votre peine, a-t-il déclaré, s'adressant aux familles des victimes lors de son hommage dans la cour de la préfecture de police de Paris. Clarissa Jean-Philippe, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet sont morts pour que nous puissions vivre libres, a déclaré le chef de l'État français. François Hollande a rendu hommage à ces 3 policiers, détaillant leurs origines et leur carrière, et a prononcé un éloge de la laïcité qui fait qu'en France, toutes les croyances sont respectées, toutes les religions sont protégées et tous les citoyens vivent ensemble. Des condamnations lourdes ont été prononcées ces derniers jours en France contre des personnes qui avaient salué les actes terroristes de la semaine dernière. Avant son discours, le président François Hollande, accompagné de son premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, visiblement ému, avait échangé quelques mots avec les familles des victimes. Ces drames ont mis en avant les carences de notre police nationale. Je pense qu'il faut déjà peut-être pas répondre à la hâte, mais se poser de sérieuses questions sur l'équipement des policiers. Car il n'est pas logique que tous les policiers ne puissent pas avoir un pare-balles lourd face à de telles situations, qu'ils ne puissent pas avoir une arme collective qui est en dotation, même si cette arme est bien vieillissante maintenant, et ça reste du 9 mm, parce que le pistolet mitrailleur Beretta n'est que 9 mm. Moi par exemple demain matin, je remets en place sur ma commune, sur les 2 communes sur lesquelles je travaille, les plans Vigipirate au quotidien. C'est-à-dire vous avez des écoles à surveiller, vous avez des bâtiments sensibles. Comment on fait ? Je veux dire, avec les collègues qui sont là, certains sont armés, d'autres sont pas armés. Que font ceux qui sont pas armés ? Comment on peut défendre la population avec des bombes lacrymogènes et des matraques ? C'est quand même difficile. De nombreuses personnalités étaient également présentes, notamment les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius, de même que des personnalités politiques de la gauche ou de la droite. Toujours en France, la séance d'hommage à l'Assemblée nationale aux victimes des attentats de la semaine dernière s'est ouverte ce mardi. Il a été suivi d'un discours de Manuel Valls sur la réponse exceptionnelle à apporter au terrorisme. Les députés ont ensuite observé 1 minute de silence puis entonné la Marseillaise avant que chaque président de groupe politique ne prenne la parole. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait de l'intervention du président de l'Assemblée à l'ouverture de cette séance. La semaine dernière, des êtres humains que le fanatisme transforma en automates de la mort ont assassiné des journalistes parce qu'ils étaient libres, ont abattu des policiers parce qu'ils étaient républicains, ont exécuté des citoyens parce qu'ils étaient juifs. En tout, ils étaient 17. 17 êtres humains que l'ignorance et l'obscurantisme n'ont pas laissé vivre. 17 concitoyens que nous n'oublierons jamais. Mes chers collègues, je vous invite à présent, à la mémoire des 17 victimes de la barbarie, à observer 1 minute de silence. De gloire est arrivée contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
En Afrique du Sud, une guerre de succession divise les proches de l'ancien président Nelson Mandela. Mandela, l'aîné de ses petits-fils, a affronté ce mardi par avocat interposé l'ancienne première dame Winnie Madikizela Mandela. C'est dans le cadre d'une audience au tribunal de Mtata. Audience faisant suite à une demande de Winnie Mandela qui entend empêcher la tenue vendredi prochain d'une réunion familiale dans l'une des propriétés qu'elle réclame comme héritage. L'avocat de Mandela a pour sa part donc soutenu que Winnie n'avait aucun droit sur la maison, soulignant qu'elle n'en avait jamais eu les clés et n'y avait mis pied que sur invitation. La décision du tribunal devrait être rendue incessamment, mais déjà les exécuteurs testamentaires de Nelson Mandela ont décidé de défendre les dernières volontés de l'ancien président sud-africain en s'opposant à la procédure lancée par Winnie pour récupérer cette maison familiale. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qui le maintenait en détention à l'hôpital. Cette décision a été prise après l'annulation ce mardi par la Cour de cassation d'une précédente condamnation à 3 années de prison. En novembre dernier, un tribunal avait déjà abandonné en appel les accusations de meurtre de manifestants qui lui avaient valu la prison à vie en première instance, mais l'ex-Raïs, qui avait démissionné en février 2011 à l'issue d'une révolte populaire après 30 années au pouvoir, restait en détention dans un hôpital militaire du Caire dans le cadre de son procès pour corruption. Aucune source judiciaire officielle n'a indiqué ce mardi si cette décision de la Cour de cassation impliquait que Moubarak était libre, mais son avocat Farid Al-Dib a assuré cependant que c'était le cas car son client a déjà purgé sa peine de 3 ans de prison selon lui. Âgé de 86 ans et la santé défaillante, Hosni Moubarak est actuellement en détention dans un hôpital militaire du Caire. Toutefois, dans le procès pour complicité de meurtre de manifestants en janvier 2011, pour lequel un tribunal chargé de le rejuger avait abandonné les accusations en novembre, le procureur général avait annoncé le 2 décembre dernier qu'il faisait appel de ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle doit statuer en ordonnant un nouveau procès là aussi ou en confirmant l'abandon des poursuites. C'est dans ce contexte que ce mardi, le président de la Cour a annoncé l'annulation du jugement d'un tribunal qui avait condamné Moubarak à 3 ans de prison en mai 2011 pour le détournement de plus de 10 millions d'euros d'argent public dans des travaux de rénovation de ses palais présidentiels. Le haut magistrat a également annoncé qu'il serait rejugé dans cette affaire sans plus de détails sur son statut de détenu. La plus haute juridiction égyptienne a également annulé mardi la condamnation à 4 ans de prison de ses 2 fils, Allah et Gamal Moubarak, dans la même affaire de détournement. Des jours après la prise de la ville de Baga par Boko Haram, nous sommes au Nigeria, l'armée rompt enfin le silence. À travers une conférence de presse, elle a indiqué ne pas être en mesure de confirmer le bilan de 2000 morts avancés après l'assaut contre la ville. C'était également l'occasion pour les dirigeants de l'armée nigériane de réitérer leur détermination à ne concéder aucun pan du territoire national aux terroristes. Images sont. Pour la toute première fois, depuis l'attaque meurtrière de Baga, ce carrefour commercial du nord-est du Nigeria, la Grande Muette, attendue sur sa probable nouvelle stratégie de défense contre les attaques récurrentes du groupe islamiste Boko Haram, s'est résolue à donner de la voix. Et pour porter le plus loin possible son message, la cible est toute trouvée. Les hommes de médias. D'après ce que nous avons pour l'instant, le nombre de morts dans cette attaque ne dépasse pas pour l'instant les 150 morts. L'armée n'a pas abandonné Baga ou toute autre zone où les terroristes sont présents. Les mesures appropriées, les hommes et les ressources nécessaires sont mobilisés pour gérer cette situation. Nous voulons rassurer les Nigériens qu'aucune partie de notre territoire ne sera concédée aux terroristes. That no portion of Nigeria's territory has been or will be considered to terrorists. L'armée nigériane a par ailleurs appelé à une coopération internationale face à Boko Haram après sa vaste offensive dans le nord-est, une attaque décrite par certaines sources comme étant la plus meurtrière en 5 années d'insurrection. L'attaque de Baga aurait à elle seule provoqué la fuite de près de 20 000 personnes. Au moins 16 villes et villages de la zone ont entièrement été rasés.
Au Mexique, des proches des 43 étudiants disparus ont pris d'assaut une base militaire mexicaine lundi dans la ville où ils ont disparu. Les soldats, pour les repousser, ont fait usage du gaz lacrymogène. Les manifestants se sont rendus à Iguala, dans l'état méridional de Guerrero, dans le but de rechercher les casernes par conviction que les jeunes hommes disparus peuvent y avoir été cachés. Alors que les soldats ont refusé de les laisser entrer, le groupe de manifestants a détourné le camion d'une entreprise de soude et s'en est servi pour briser une porte. Mais les soldats et la police ont immédiatement riposté, une situation qui a énormément déplu. L'activité était de se rassembler devant le quartier du 27e bataillon avec l'intention d'exiger la restitution des 43 étudiants vivants parce que nous savons en toute sécurité que ce sont les militaires qui ont participé au crime du 26-27 septembre. Mais nous ne nous attendions pas à une telle réponse parce que nous croyons qu'on pourrait avoir un dialogue avec les autorités de ce bataillon. Mais ils ont envoyé la police militaire pour nous réprimer et ils continuent à tirer sur nous alors qu'on tente de se retirer. Dans une réunion de l'Assemblée nationale populaire, nous les parents des victimes, nous avons proposé ces activités parce que le gouvernement fédéral et toute la structure n'a rien fait pour rendre la vie de nos enfants. Cela fait 4 mois qu'on se démène sans résultat alors que le gouvernement fédéral s'est engagé à faire toute la lumière et à nous rendre les étudiants en vie. Les manifestants ont lancé des bouteilles de bière vides. 4 personnes en sont sorties légèrement blessées. Les autorités disent que les 43 étudiants ont été enlevés par des policiers le 26 septembre à Iguala et qu'ils ont été livrés à la Guerreros Unidos, dont les sbires ont avoué les avoir tués. Seulement un étudiant a été identifié parmi les restes calcinés trouvés près de Iguala et les parents refusent de croire qu'ils sont tous morts. Les grands titres des journaux parus ce jour sur le continent africain à travers la revue de presse de la rédaction de Sika. L'attaque perpétrée par la secte islamiste Boko Haram contre une base de l'armée camerounaise à Kolofata n'est pas passée inaperçue à travers certains quotidiens parus sur le continent africain ce mardi. Selon un communiqué rendu public par le gouvernement, rapporte le quotidien de l'économie, le bilan de cette attaque qui a duré plus de 6 heures fait état de 143 morts du côté de la secte islamiste. Le journal camerounais quotidien Émergence ajoute pour sa part qu'un soldat de l'armée camerounaise a été également tué lors de l'attaque. Le Jour, en ce qui le concerne, rapporte que les terroristes avaient en leur possession 1 ou 2 chars à chenilles, mais sous le feu des soldats camerounais, ils ont abandonné 8 fusils d'assaut et un important matériel de guerre. Ce n'est pas la première fois que Boko Haram attaque cette localité du Cameroun, rappelle le tabloïd. La première attaque à Kolofata a eu lieu le 27 juillet 2014 à la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali, une attaque au cours de laquelle les terroristes avaient pris de nombreux otages, au nombre desquels l'épouse du vice-premier ministre et le maire de la localité. Mais le Cameroun parvient à les libérer, écrit Le Jour. Jeune Afrique qui relève l'inquiétude des autorités et populations voisines fait savoir que Boko Haram ne cesse d'élargir son territoire dans le nord-est du Nigeria, mais il est également très actif sur les zones frontalières avec le Cameroun et le Niger, pendant que le Tchad voit également ses actions se rapprocher dangereusement de son territoire. En République démocratique du Congo, l'examen du projet de loi controversé modifiant l'actuelle loi électorale a débuté lundi au Palais du Peuple dans une ambiance houleuse. Le Phare nous informe de ce que la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à ce sujet a connu pendant plus d'1 heure une forte animation provoquée par des coups de sifflet et chants en provenance du camp des députés de l'opposition. Mais la majorité présidentielle, à en croire le potentiel, a fait la sourde oreille aux coups de sifflet et engueulades utilisés par l'opposition pour faire échec à l'examen du projet de loi électorale. En véritable kamikaze, poursuit le quotidien congolais d'information, elle a mis le turbo pour faire passer la modification proposée par le gouvernement, ce qui permet au Forum des As d'afficher en titre que la majorité signe sa victoire sur l'opposition. Ce qui divise les deux camps, c'est Jeune Afrique qui l'explique sur la toile.
Le journal panafricain souligne que le nouveau projet de loi déposé par le gouvernement congolais prévoit que la liste électorale pour les prochaines élections en RDC doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques. Autrement dit, le recensement devient préalable à l'organisation des prochains scrutins. Et dans un pays de plus de 2 345 000 km², où on ne saurait prétendre à une capacité d'organiser un recensement en moins d'une année, Jeune Afrique se demande si ce projet de loi n'est pas une stratégie pour retarder le processus électoral et prolonger de fait le mandat du président Joseph Kabila au-delà de 2016. En tout cas, la question demeure posée. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur Sika et merci de nous avoir reçus chez vous.